C'est parti. Voilà, on est maintenant en direct. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir. Voilà. On peut aller, nous, voilà, je pense que ça s'est affiché sur ma page Facebook, sur l'atelierdeBélier.com. Ok, est-ce qu'on pourrait le mettre sur l'événement aussi? Si vous le trouvez, vous me le dites parce que je ne le vois pas. Voilà. Ah ok, c'est bon, l'atelier de Bélier est actuellement en direct. Voilà, c'est ça. Ok. Mais moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas non plus. Moi, je l'ai. Facebook Watch Live. Donc, je le copie. Je vais vous le mettre dans notre chat et puis je vais voir si je peux le mettre dans l'événement également. Oui. Voilà, vous me dites si vous le voyez. Ok, je l'ai. Okay. Parfait. Ok. Voilà. Ok, donc là, je le mets dans le... Moi, je l'ai mis sur ma page. Ok. Voilà. Moi, je l'ai mis dans les commentaires de l'événement sur ma page aussi. Super, excellent. Ok, donc... Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien sur la page de l'événement? Alors, je vérifie. Oui, dans la discussion, oui. C'est bon. Alors, on attend qu'il soit l'heure. Pour ceux qui veulent voir je vais ce vous live. mettre dans l'événement du stage. Donc, il est 18h59. On attend que tout le monde ait accès au live. Les noms sont là. Les noms? Tu veux dire quoi par nom? Le prénom. Ok. Ok, super. C'est dans le Voilà. stage, c'est bon. Il est 19h. Et pour l'instant, on va démarrer si vous voulez. Voilà, puisque c'est l'heure, les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure. Bonsoir, alors bienvenue sur ce live. Ce soir, nous allons échanger autour d'une question ou deux essentielles qui sont pourquoi et comment utiliser nos ressources intérieures pour éviter un désastre planétaire et devenir résilient. Pour approfondir cette question passionnante, nous avons avec nous ce soir Emmanuel et Jean-Guillaume. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux et pourquoi est-ce que ce sujet vous intéresse particulièrement? Ouais, moi je peux commencer si tu veux, Jean-Guillaume, à moins que tu... Non, la politesse, hein, la galanterie, on va dire. Je te laisse commencer. Pas honneur aux anciens? Non, non, non. Okay. Et bien alors voilà, je suis Emmanuelle Philippe, je suis formatrice en écologie intérieure. Mon parcours, en quelques mots, j'étais kiné à la base, donc j'ai exercé 7 ans mon activité de kiné. En parallèle, j'ai fait un master en sciences de l'éducation parce que j'avais envie de devenir formatrice auprès des kinés. Et on était assez engagés avec mon conjoint dans des réseaux d'éducation populaire, notamment sur les questions de démocratie directe, de revenus de base, un petit peu sur les incroyables comestibles. Et puis on a eu un petit garçon en 2014
qui a été un accélérateur de réflexion et qui nous a amené à passer à l'action parce que à force d'informer les gens sur ce qui nous paraissait problématique dans le monde, on a eu envie d'agir et on s'est posé plusieurs questions, notamment est-ce qu'on connaît des savoirs de base, c'est-à-dire savoir se loger, se chauffer, se nourrir ou pas. Et donc on a finalement décidé de quitter tous les deux nos activités professionnelles. Donc lui, il était ingénieur en informatique pour finalement s'engager en tant que bénévole auprès d'un projet d'éco-village expérimental qui testait la mise en place d'un revenu de base dans le Lot-et-Garonne. Ce projet s'appelait Terra, il s'appelle toujours terra.coop, donc www.terra.coop, Terra avec un seul R. Et on a depuis quitté ce projet parce qu'on a perçu quelques limites au niveau de l'alternative et on a envie de réfléchir à un autre projet collectif centré plus sur la transition humaine et notamment sur l'écologie intérieure en tant que base, parce que je suis persuadée que nos problématiques émotionnelles influent sur nos comportements et quand on décide de vivre en collectif, c'est nécessaire de libérer en fait nos charges émotionnelles, nos blessures du passé. Et donc j'ai envie que ça ce soit la base pour ensuite développer tout ce que les gens ont envie de développer. Donc là actuellement on est en train de rénover une maison et on a accouché de notre petit dernier à la maison. Et donc voilà, j'ai 2 garçons qui sont instruits en famille. Et donc ça me prend principalement la plus grande partie de mon temps de m'occuper d'eux. Et à côté de ça, je donne quelques stages d'écologie intérieure et puis je continue une petite activité de formatrice auprès des kinés. Voilà. Donc voilà pour ma part, Jean-Guillaume. Alors, moi, j'ai un parcours un peu différent du tien, à savoir que j'ai été d'abord prof dans l'éducation nationale, prof d'histoire-géographie. Donc, les questions d'environnement, d'écologie et de désastres planétaires, ça fait un petit paquet d'années qu'elle m'intéresse. Et j'ai eu un peu l'impression de faire le tour de la question de manière théorique dans mon métier de professeur. Et je me suis rendu compte en parallèle que j'étais très inspiré par les questions de thérapie, de psychothérapie. Et donc, je me suis formé pendant le temps où j'étais prof à toutes ces questions de ressources intérieures. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était faire l'articulation entre ce qui se passait au niveau sociétal, au niveau collectif, comment justement les blocages intimes pouvaient être dénoués pour aider la société à muter, à changer et éviter ce désastre planétaire. Ces enjeux-là, moi, m'intéressaient pas que à un niveau politique. J'ai toujours eu l'impression que les différents niveaux s'articulaient et qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur la psychologie humaine, les blessures des personnes dans leur enfance, et qu'il y avait vraiment pour moi un intérêt profond à comprendre comment fonctionne un être humain, comment ça se vit d'être sur Terre. Et donc, je me suis passionné pour ça et je me suis formé à ça. Et aujourd'hui, j'exerce le métier de psychopraticien. J'accompagne des personnes dans leur transformation intérieure, leur guérison de leurs blessures psychiques. Je les aide à réellement pouvoir faire ces passages intérieurs qui souvent sont très difficiles parce que ça réveille de grandes peurs, de grandes souffrances. Donc ça, c'est mon activité quotidienne. Et par ailleurs, je suis passionné par les questions justement d'apprentissage libre, d'éducation ou d'apprentissage informel. J'ai participé avec notamment Manu et d'autres personnes à un forum sur l'enfance libre où on a interviewé pendant le confinement 30 personnes qui étaient plus de 30 personnes autour de ces questions-là pendant 30 jours. Et voilà en quelques mots. Hein. Donc, mon activité principale tourne autour des questions de la psychothérapie, de la transformation intérieure, et j'anime des stages pour aider les personnes à intégrer cette nouvelle façon, cette nouvelle culture, cette nouvelle façon d'être par rapport à ces blocages, plutôt que les refouler ou pas les sentir. On peut s'autoriser à aller voir ce qui se passe en soi. Voilà un peu, voilà en résumé qui je suis, sur le plan professionnel essentiellement. Merci. Donc, vous avez une activité tous les deux d'animation de stage et de formation en écologie intérieure. Donc, je connais un peu le sujet puisque j'ai participé à des stages depuis 2 ans maintenant. Donc, il s'agit d'une attitude, une façon d'être, on pourrait dire un art de vivre qui consiste à respecter et explorer des processus naturels en soi, notamment de guérison des émotions, du psychisme. Est-ce que vous avez des points à préciser à ce sujet ? Manu, je te laisse peut-être commencer à répondre là-dessus. Tu veux que j'approfondisse la question de l'écologie intérieure, c'est ça, Lucie ? Oui.
Je pense que tu as dit à la fois l'essentiel et en même temps, on pourrait prendre des heures, voire des jours à expliquer ce que c'est que l'écologie intérieure, parce que même si c'est quelque chose qui paraît simple, ça peut aussi être assez complexe à expliquer. Alors juste de façon simple, l'écologie intérieure, écologie à la base, c'est l'étude qui consiste la discipline qui consiste à étudier les écosystèmes. Donc l'écologie intérieure, on pourrait imaginer en fait que c'est l'idée selon laquelle on va étudier ou en tout cas s'intéresser à notre propre écosystème, c'est-à-dire à toutes nos fonctions et à les explorer, à les découvrir et surtout à ne pas les nier. Je pense notamment à la fonction émotionnelle, à la fonction psychique, à la fonction intellectuelle, à la fonction sexuelle, à la fonction physique, corporelle. Donc l'écologie intérieure, c'est vraiment découvrir, explorer l'ensemble de ces fonctions sans porter atteinte à l'une d'entre elles. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas refouler une de ces parties et au contraire en défouler une autre, mais avoir une juste attitude, c'est-à-dire d'exploration, de découverte autour de ces cinq fonctions que j'ai déjà citées. Guillaume, tu peux préciser ? Oui, je pense que c'est une appellation qui regroupe un ensemble de connaissances, de savoirs, où on cherche justement à vivre en respectant nos fonctions, nos capacités naturelles. Et souvent, on va y retrouver des outils thérapeutiques qu'on peut connaître dans différentes pratiques, mais à chaque fois, l'intérêt, c'est d'observer qu'on respecte et qu'on laisse vivre des capacités naturelles. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'effort à faire. C'est quelque chose qui se produit naturellement, mais on va y revenir par la suite. Donc, c'est un rapport à soi, c'est une façon de vivre où on accepte d'accueillir ce qui est. On verra comment, parce que dans le mot accueillir, il y a souvent l'idée j'accueille, mais qu'est-ce que c'est qu'accueillir des émotions ? Et on est capable, on apprend à laisser les choses se dérouler sans les contraindre. Et ça, c'est une grande nouveauté pour l'espèce humaine qui a l'habitude, je reprends mon ancienne casquette de prof d'histoire-géographie, mais qui a l'habitude souvent d'aimer la contrainte et d'aimer se faire mal. Alors, on verra qu'on peut faire autrement pour muter, évoluer ensemble et vivre ensemble. Ok, merci. Donc, on vient de vivre une période assez particulière avec le confinement, le Covid et tout ça. On voit un peu les limites de notre mode de vie aujourd'hui. Nous avons quand même de quoi nous questionner et nous inquiéter pour ce qui est de l'écologie, voilà, tout ce qui est désastre planétaire, sociétal, au niveau économique aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter le désastre ? Vous parlez de devenir résilient. Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Moi, je veux bien répondre à ça. Alors, pourquoi on a décidé de parler de désastre, par exemple, et pas de crise ? C'est parce que tout simplement, on considère qu'on est déjà en crise. Je pense que de toute façon, tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter et qui s'intéressent à la question d'écologie intérieure, je suppose qu'ils s'intéressent aussi aux questions écologiques et que je leur apprendrai rien sur ce sujet si je dis que on sait qu'il y a une acidification des océans, si on sait qu'il y a des pollutions de l'air, de l'eau, du sol, si on sait qu'il y a un dérèglement climatique, si on sait qu'il y a déjà peut-être 3/4 des espèces qui ont disparu en l'espace de quelques années. Donc l'idée, c'est pas de se dire qu'on va éviter la crise, mais plutôt de savoir comment on va faire pour éviter de se prendre un mur trop gros et surtout à quelle vitesse on va se la prendre, quoi. Est-ce que c'est demain qu'on va se le prendre de plein fouet et puis quelle va être un peu l'épaisseur de ce mur ? Et selon moi, en fait, la vitesse à laquelle on va prendre ce mur ou le choc, ça va être, c'est directement corrélé en fait à notre capacité à laquelle on va réussir à agir sur différents niveaux. Je pense qu'on peut agir sur le plan macro, sur le plan méso, sur le plan micro, et je vais détailler ces points-là. Donc sur le plan macro, on pourrait imaginer que c'est à l'échelle de la société assez large, par exemple une échelle nationale, voire même internationale. Et donc concrètement, comment on peut agir à ces niveaux-là ? Donc il y a plein d'aspects au sein d'une société. Il y a l'aspect écologique, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect économique, sanitaire, éducatif. Et je ne vais pas rentrer dans une liste exhaustive, juste pour vous donner 2-3 idées pour que vous voyez vraiment de quoi je parle. Par exemple, à l'échelle économique, on pourrait très bien imaginer que on pourrait demander aux législateurs de redéfinir
les règles de création monétaire. Parce que, par exemple, depuis les années 75 à peu près, c'est plus les banques nationales qui ont le droit de créer de la monnaie, mais ce sont les banques privées via les crédits notamment. Qu'est-ce que ça implique ça implique que du coup, ce sont des banques privées qui flèchent directement l'économie dans le monde. Donc, finalement, ce sont elles les grandes décideuses de là où l'argent va être placé, alors qu'elles n'ont pas été élues. Donc voilà, on pourrait légiférer sur ça, on pourrait légiférer sur le fait que demain, l'État ou à l'échelle planétaire, on interdit l'utilisation de pesticides ou d'herbicides. Voilà. Bon, je pourrais donner plein d'exemples, mais c'est pour vous donner à peu près l'idée de qu'est-ce que j'entends par le niveau macro. On pourrait aussi agir au niveau méso. Donc, le niveau méso, je dirais que c'est plus un peu plus local ou régional, à l'échelle d'un département, d'une région ou d'une commune. Et donc là, concrètement, qu'est-ce que ça pourrait être comme action? On pourrait très bien demander à des communes par exemple, d'essayer d'être résilientes ou autonomes en énergie, en alimentation. Il y a déjà des communes qui font ça, ou des villes. Je pense à Totnes au Royaume-Uni avec Robert Kings. Je pense à Marina-les-Bains en Espagne. Je pense aussi à des petites communes qui ne sont pas nécessairement connues. Dans le Lot-et-Garonne, à Sophie Garbovitch, par exemple, à Blanquefort-de-Briolance, qui à l'échelle communale, propose des solutions autres au niveau monétaire ou au niveau éducatif. Voilà. Donc ça, c'est l'échelle méso. Et puis à l'échelle micro, qu'est-ce que c'est concrètement? J'entends le niveau individuel, c'est-à-dire notre capacité à agir et à changer nos modes de vie, nos rythmes de vie, choisir nos activités qui ont du sens, nos modes de consommation. Et donc voilà. Sachant que ces trois niveaux, selon moi, sont intriqués, c'est-à-dire que le niveau macro va nécessairement impacter le niveau individuel et même méso, et puis inversement, c'est-à-dire que les changements que je fais moi à l'échelle individuelle, c'est-à-dire mes modes de consommation, vont directement impacter des grandes firmes à l'échelle internationale. Jean-Guillaume? Oui, je rebondis en mettant la question de Brie Bernard, que nous connaissons parce qu'elle a participé au Forum de l'enfance libre. Et effectivement, vos deux questions se rejoignent à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un lien à faire entre les déséquilibres écologiques individuels, c'est-à-dire que les gens ne respectent pas leur écologie intérieure parce qu'ils sont dressés, éduqués à les refouler. On a beaucoup parlé d'école, d'éducation dans le Forum de l'enfance libre. Il y a un lien évident entre la façon dont les enfants sont élevés et la façon dont ils se comportent ensuite à l'âge adulte. Voilà. Les liens sont de plus en plus évidents et on ne peut pas nier que la façon dont les enfants apprennent à se... Ah, il y a quelqu'un qui est passé derrière toi. On voit que ça a un impact évident. Hein. Par exemple, le fait que l'école encourage la compétition par la notation va faire des adultes qui vont aimer la compétition. Et ils ne vont pas être conscients que dans cette compétition, ils vont vouloir écraser leurs voisins et en aucun cas être solidaires et réfléchir à des logiques différentes pour pouvoir avoir une vision plus globale que simplement leur propre survie à un temps très court. Voilà. Moi, je trouve que la question de Brigitte, elle est fondamentale. Enfin, elle est très très pertinente. Est-ce que, en fait, les problèmes écologiques sont liés à des déséquilibres individuels? Je pense oui, mais on pourrait aborder la question sous plusieurs angles. Là, quand tu dis ça, je pense aussi à la question de la naissance. Est-ce que la façon dont on arrive sur Terre va impacter ou pas ensuite nos comportements, nos attitudes? Est-ce que la façon dont on est materné, quel type d'éducation, si on peut vraiment parler d'éducation, parce que j'ai mon idée sur la question de l'éducation. Hein. Moi, par exemple, je pratique les apprentissages informels, donc j'évite d'employer le mot éducation parce qu'il sous-tend derrière nécessairement une relation de domination entre majeurs et mineurs, ou adultes et enfants. Du coup, j'évite d'utiliser ce terme-là. Mais selon moi, et clairement, toutes ces questions-là de naissance, de maternage,
d'éducation entre guillemets, d'attachement, vont avoir un impact sur la construction psychique des enfants, et du coup sur quels êtres ils vont être ensuite à l'âge adulte, et quelles décisions ils vont prendre et quelles actions ils vont avoir. Donc oui, c'est là où c'est important de comprendre que, par exemple, dans le Forum de l'enfance libre, on a beaucoup axé sur l'importance d'accompagner autrement les enfants dès la naissance. Et là, on va plutôt s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut faire avec la société telle qu'elle est. C'est-à-dire que la génération qui est la nôtre, globalement, n'a pas forcément connu une éducation qui lui permet d'être facilement empathique. On l'est, mais on a beaucoup de choses à réparer. C'est ce que j'observe moi dans les accompagnements que je mène au quotidien. Et c'est cet axe-là qui nous intéresse. C'est qu'est-ce qu'on fait avec les humains aujourd'hui. Et ces humains ont finalement à désapprendre les conditionnements qui les empêchent d'être réellement qui ils sont, même s'ils ont l'impression de l'être. Mais au fond, il y a plein de leurs comportements qui les empêchent de penser les solutions, de penser l'avenir d'une autre manière que dans le moule dans lequel ils sont. Et là, c'est ce qu'on va peut-être aller voir davantage. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces humains-là aujourd'hui. S'ils peuvent faire autrement avec la génération future, c'est du temps de gagner. Et la question de Brigitte est intéressante pour ça. Ok. En quoi les ressources, les connaissances et les pratiques proposées par l'écologie intérieure sont susceptibles de répondre à de tels enjeux? Je suis contente de vous entendre s'exprimer sur ce sujet. J'aimerais qu'on précise sur la notion de résilience qui est quand même au cœur de la question de ce live, et savoir si vous voulez bien préciser ce que vous entendez par résilience et qu'est-ce que c'est devenir résilient. Alors, tu y vas, Manu, ou c'est moi qui... Alors, tu vas sur la résilience, et puis peut-être que juste je rajouterai un petit mot après sur... Oui, alors la résilience, au départ, c'est un terme qui vient de la physique. C'est quand un matériau comme une barre de fer, par exemple, se tord, et puis en changeant sa température, en la chauffant, par exemple, elle va revenir à sa forme initiale. Et ça est devenu aussi un concept en psychologie avec l'idée que les enfants arrivent à s'adapter. Alors avec quelques limites, parce que les enfants sont résilients, c'est-à-dire qu'ils arrivent à traverser les souffrances, les maltraitances, sur un temps T. Les blessures profondes peuvent tout d'un coup impacter des maladies graves ou des comportements violents bien après l'apparente résilience. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une vie en apparence conforme aux autres que la résilience est un concept, qu'on a une vie qui sur la longue durée va bien se passer. Est-ce que je suis clair, Lucie, sur cette question-là psychologique de résilience? Ça te paraît compréhensible, mes propos? Manu aussi? Voilà. Et puis il y a un concept là auquel on fait référence, c'est la résilience écologique, qui est la capacité d'un système vivant, d'un écosystème, une population, la biosphère, etc., à retrouver justement ses structures, sa forme et ses fonctions de référence. Or là, l'espèce humaine a profondément perturbé le système écologique, puisque maintenant il met en péril la biosphère, les espèces vivantes. L'espèce humaine peut encore survivre, mais dans des conditions qui vont être de plus en plus difficiles. Donc, l'idée, c'est que ce que nous avons construit, peut-on le reprendre dans un autre sens pour retrouver un écosystème dans lequel la plupart, j'aimerais bien que ce soit l'entièreté des espèces vivantes, puissent continuer à exister, à cohabiter, sans que notre espèce prédomine et qu'on se retrouve avec un monde où il y a que des robots qui vont remplacer les abeilles, les vaches et je sais pas, avec 3-4 espèces qu'on mange, et puis il y a plus d'écosystèmes vivants. C'est ça la résilience écologique dont on parle. Est-ce qu'on peut retrouver une planète vraiment habitable, vraiment vivable pour tout le monde et sur la longue durée? C'est pas simplement repeindre en vert, quoi, et dire ça va passer. Ok. C'est-à-dire que c'est pas juste passer le crash en disant bon ben c'est bon, on a passé le truc, on va s'en sortir plus ou moins. Non, c'est comment on pense sur le très long terme une habitabilité de la Terre pour toutes les espèces vivantes et sur du long terme. Ça veut peut-être dire aussi vraiment être capable de se projeter dans un autre univers, un autre monde, une autre façon de vivre que celle qu'on connaît aujourd'hui avec le modèle industriel. Donc ça va nous demander des ressources que pour l'instant les dirigeants ou certains dirigeants n'ont pas, puisqu'ils sont conditionnés à penser dans un modèle écologique où l'écologie et l'environnement n'existent quasiment pas, et dans un modèle où on est omnibulé par une chose, c'est la croissance économique. Et la croissance économique, c'est une donnée, c'est des chiffres.
Donc, comment on va pouvoir tous repenser ça à tous les niveaux, hein, le niveau global, individuel, voilà. Pareil pour nous, à un niveau individuel, comment est-ce qu'on peut repenser nos vies? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il ne s'agit pas simplement pour moi de changer les ampoules, c'est pas mal, quoi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut encore avoir des ampoules? Alors, je caricature un peu, mais qu'est-ce que ça veut dire à chacun, à nos niveaux, d'anticiper, de préparer la suite? Voilà. Je voudrais juste rajouter quelque chose, Lucie, avant que tu passes au point suivant. C'est sur notre capacité à résilier. En fait, pour moi, je pense qu'elle est directement corrélée aussi à notre capacité à agir là dans les temps à venir. Parce que je pense que il n'y a pas une relation linéaire à ce qui se joue actuellement, mais plutôt exponentielle. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, la disparition des espèces, plus il va y avoir d'espèces qui vont disparaître. Tu as le téléphone qui sonne chez toi, tu veux répondre? Peut-être des branches, sinon, ici. C'est les aléas du direct. Oui, c'est-à-dire que plus en fait on perd d'espèces, et plus ça va entraîner la perte d'espèces, et plus ça va entraîner encore d'autres espèces, et plus ça va dérégler en fait l'écosystème. Et du coup, plus de temps on met à agir, plus l'emballement sera avancé, et moins on pourra avoir de prise, hein, si je peux parler de prise à ce moment-là, et plus dur sera le choc. Donc je pense que notre capacité à réagir, va directement impacter notre capacité à devenir résilient. Voilà. Et alors la grande question que tu voulais poser, je pense, Lucie, c'est finalement comment agir. Et du coup, je te laisse présenter. C'est ça, on parle de ressources en fait, hein, pour ce que j'entends de la résilience. On a plusieurs ressources, et la première en écologie intérieure, c'est l'alchimie émotionnelle. Est-ce que vous voulez bien préciser ce que c'est, de quoi il s'agit? Jean-Guillaume? Oui, si tu veux. Eh bien, en fait, c'est une des premières ressources de l'espèce humaine. Et là, je réponds à la question, alors je la mets en ligne, la question de Brigitte. Voilà, Brie Bernard, mais c'est Brigitte qui est cachée derrière. Une réponse à ça, comment on fait? Déjà, on apprend que l'espèce vivante que nous sommes a des ressources absolument incroyable dans la capacité à s'auto-réguler, à s'auto-guérir de ces blocages et de ces crispations, de ces tensions. Alors, je vais développer un peu. Nous avons des émotions au quotidien, régulièrement dans la vie, sauf que ces émotions, on a l'habitude de les refouler. Ça, c'est globalement ce que les gens apprennent à faire à l'école. On reste assis dans nos familles et on les défoule ou on les refoule, hein. C'est les deux choses qu'on apprend. Alors, on les refoule dans des façons de faire qui sont pas forcément toléré par la loi, comme taper ses enfants ou taper son voisin, les femmes, etc. Ça, c'est lié vraiment à l'engramme dans le passé. Et donc là, l'idée de l'alchimie émotionnelle ou de l'émotion, c'est qu'on peut aller dans une zone profonde de l'être où, très facilement, ces zones engrammées, ces zones mémorisées vont pouvoir se dénouer. Et ça va se dénouer d'une manière assez simple, par des respirations profondes, par des tremblements dans le corps, par des frissons, par des transformations vraiment physiques qu'on va voir, hein, le corps va vivre quelque chose, et nous, la partie consciente, restons observatrices du mouvement et on laisse faire. Ça, c'est vraiment, pour moi, la première des ressources. Et l'espèce humaine a réellement à apprendre ça. Et là, je vais citer Peter Levine, qui est un chercheur américain. Et quand on connaît ce processus, c'est lui qu'on cite en référence, parce que c'est lui qui a montré, à travers l'exemple des mammifères comme la gazelle, comment les mammifères avaient cette possibilité-là. Il donne l'exemple de la gazelle qui est poursuivie par une lionne dans la savane et qui, quand elle en réchappe, se met dans un coin, tremble, le temps que son stress, ce qui lui a permis de courir vite, s'apaise, et du coup, ses muscles sont détendus et elle peut à nouveau repartir courir après. Or, nous, quand on est petit, on apprend à refouler, à contrôler, à crisper notre corps, et on ne le fait pas qu'une fois. Et dans les accompagnements que je propose, c'est ce que j'observe. C'est-à-dire que c'est le nombre de fois où l'espèce humaine, elle apprend à contrôler son corps, contrôler ses émotions, contrôler ses pensées. Voilà, elle apprend ça. Elle apprend cette crispation-là. Et ensuite, on la porte physiquement par des maladies qui surviennent bien plus tard, par toutes ces maltraitances qui vont être subies ou ces conditionnements qui vont être subis et qui empêchent le processus naturel de se produire. Ça, pour moi, c'est la première des ressources. Et tous ceux qui l'expérimentent
mesure à quel point c'est d'une efficacité incroyable, c'est naturel. Il y a juste à le laisser faire. Voilà, ça c'est la première des choses. Et le mot alchimie émotionnelle a été donné par par Yann Thibault, qui a aussi conçu le terme d'écologie intérieure, ou l'a repris en tout cas, et il l'a fait en référence aux alchimistes. Parce que dans ce système-là, il n'y a pas de mauvaises émotions ou d'émotions négatives comme on entend tout le temps, ou de pensées négatives. Non, il y a des émotions perturbatrices qui viennent du passé, qui sont engrammées dans le corps, engrammées dans l'être, qui se manifestent au niveau des pensées, et qui vont pouvoir parfois faire un cercle vicieux. On pense des trucs négatifs et on a des émotions qui sont dites négatives. Ce sont juste des émotions perturbatrices. Et ces émotions perturbatrices, il y en a 3 de base: la peur, la colère et la tristesse. Et ces 3 émotions perturbatrices, on peut aller les visiter, les laisser se transmuter physiquement. Et une fois que ça s'est fait, on retrouve un état normal, un état stable, comme le sont les enfants. Et dans cet état stable, la colère est devenue de la puissance, la tristesse est devenue de la joie, et la peur est devenue de la sagesse. Voilà, j'ai essayé d'être schématique et simple. C'est ce qu'on fait dans les stages. On initie, on réinitie, on montre comment ça marche. Et la plupart du temps, tout le monde sait le faire. Sauf si on a appris vraiment à super contrôler. Mais même là, il est possible de désapprendre et de faire une autre expérience. Peut-être que vous voulez l'une et l'autre compléter par rapport à ce que j'ai dit, vos expériences, parce que j'ai pas tout expliqué, j'ai vraiment synthétisé. Et là, c'est déjà une des réponses à une des premières ressources qu'on a, qui est pour moi sous-utilisée ou sous-employée. Oui, moi je veux bien préciser 2 éléments qui me paraissent importants. La première, c'est de dire que l'alchimie émotionnelle, donc quand on la pratique, c'est l'affaire de quelques secondes. C'est-à-dire que quand on a une émotion qui est présente, il suffit de lâcher prise et en fait de laisser l'émotion s'exprimer corporellement, et donc on laisse le corps faire, et c'est l'affaire de quelques secondes. Et comment on sait qu'on a guéri, justement, je vois la question de Brigitte, c'est parce qu'en fait, quand on fait cette expérience de laisser le corps s'exprimer physiquement, sans bloquer, en fait, on va avoir des mouvements corporels qu'a décrit Jean-Guillaume, et d'un coup, le corps se relâche totalement, et s'ensuit une phase de joie, de sérénité totale, et la problématique ou la situation pour laquelle nous pensions avoir une émotion ne nous pose plus problème. Voilà. Et ça me permet de faire le lien avec le deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est que souvent, en tout cas moi j'ai rencontré ça tout le temps, et il n'y a que l'écologie intérieure qui m'a donné une autre approche, et puis ensuite après, en lisant d'autres choses, notamment avec Alice Miller, c'est la notion d'inconscient, c'est-à-dire que on pense que ce sont les situations du présent qui nous déclenchent des émotions. Alors que les émotions sont issues de l'inconscient, c'est-à-dire qu'il y a bien une situation qui va être détonatrice, c'est-à-dire qui va faire émerger en effet une réaction, mais en fait ce n'est que la résurgence d'une émotion, d'une situation traumatique qu'on a vécue dans le passé. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple j'ai un conflit avec une personne, et que je suis en colère, en fait, je suis dans l'illusion si je pense que c'est l'autre qui est responsable de ma colère. En fait, ma colère provient d'une situation de mon passé, et il est tout à fait possible, par les autres outils qu'on va développer tout à l'heure, de savoir d'une part de quand ça provient, c'est-à-dire même on peut avoir même des infos qui viennent de in utero, ou même de la toute petite enfance, alors même qu'on n'est pas censé s'en rappeler consciemment. Donc en fait, on peut se rappeler de ça, et c'est possible de les guérir de façon directe et spontanée. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment la question de l'inconscient que tu n'avais pas nécessairement abordée et qui me paraît importante, et que tu peux peut-être développer si ça n'a pas forcément été très clair. Voilà. Il y a Simon qui rampe par terre, c'est rigolo. Tu peux passer pour... Voilà. Oui, je pense que je pense que tu as, c'est très important, ces différents aspects. La question de la guérison est complète, ça dépend de l'histoire de la personne, de l'endroit dans lequel elle se trouve. Et ça peut devenir une question qui n'est pas très essentielle. C'est-à-dire qu'on a des blocages et des crispations. L'important, c'est ce qu'on va en faire. Et à chaque fois qu'on va être dans une situation qui réactive une situation du passé, c'est parce qu'on s'est mis hors de sa zone de confort. Donc, nécessairement,
on va retrouver des éléments du passé qu'on connaissait, mais on va aller peut-être dans un endroit encore plus profond de guérison. Donc c'est plutôt comme si on passait dans une spirale. Au début, il faut y aller parce que c'est dans les gens que j'accompagne, c'est insupportable. Ils ont l'endroit où c'est tellement douloureux fait qu'on peut même plus vivre, même on survit. Donc on passe par ces souvenirs du passé, comme tu viens de le décrire, on peut les retrouver, et ensuite on retrouve un espace de clarté, de liberté, d'action, qui est une guérison définitive, mais simplement du fait qu'on va avoir envie de faire des choses plus approfondies dans notre vie, on va repasser à un autre moment, peut-être par une zone qui demande à être réexplorée, mais peut-être plus en profondeur, ou quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, qui est plus ancien. Mais enfin, voilà ma vision, hein, qui se respire à l'air, et au bout d'un moment, on s'en fout un peu de repasser par les zones. Elles sont de plus en plus profondes, mais on a une autre façon de les aborder. On sait qu'elles vont revenir, et puis on va les laisser passer. Et donc, il y a comme une distance intérieure qui s'installe, et on sait que ce sont des mécanismes naturels de revisitation des zones blessées. On ne les prend pas comme une fatalité. Voilà, ça permet de compléter un peu, hein. Juste peut-être un élément qui me revient, qui me paraît important aussi à signaler, c'est que dans beaucoup de thérapies que j'ai vues, donc on peut aborder consciemment une problématique qu'on a vécue, une situation traumatique qu'on a vécue dans le passé, mais le fait d'en avoir conscience, par exemple, ma maman m'a abandonnée quand j'avais 3 mois, par exemple, j'ai eu des patients qui vivaient une situation douloureuse parce qu'ils avaient été abandonnés, mis en couveuse, ou bref, peu importe. Et ils en avaient conscience, et ils avaient beau avoir fait 40 ans de psychanalyse, le fait d'avoir conscience d'une situation traumatique et douloureuse ne suffit pas pour la guérir. Pour moi, je pense, et par l'expérience que j'ai dans l'accompagnement, et puis toi aussi, Jean-Guillaume, on voit qu'il ne suffit pas de prendre conscience pour guérir, mais aussi de laisser en fait l'émotion s'exprimer par le corps. Voilà. Oui, alors c'est même encore, on peut être encore un peu plus précis si tu permets, c'est que on a besoin, pour réparer des grandes blessures, quand j'accompagne des personnes qui ont été violées ou abusées, on peut réparer très rapidement à l'endroit où ça s'est produit dans le même état de conscience modifié. C'est-à-dire que quand une personne va aller revisiter une zone du passé, normalement, elle est, dans une zone de sécurité, ce qui lui permet de retrouver l'endroit de la blessure et laisser faire le corps. Et ça, c'est plutôt agréable. Ce qui est agréable, c'est de laisser faire le corps. Quand on retrouve la zone de tension, ça, c'est douloureux parce qu'on retrouve la crispation et l'impact physique. Et donc, pour répondre à la question, comment se rappeler qu'un événement s'est passé in utero, ça pose tout plein de questions. Parce qu'on a une vision de la mémoire qui est très matérialiste. Or, moi, pour accompagner beaucoup de personnes, je ne sais pas où se situe la mémoire des personnes que j'accompagne. Par exemple, une personne qui retrouve un revécu de naissance, je le vois parce que son visage et ses traits se déforment. C'est pas un acte conscient, ça. Elle n'est pas en train de me dire qu'elle revit sa naissance. Elle vit une sensation d'oppression et je vois son visage qui se déforme. Et ça à force de le revivre, c'est-à-dire que la mémoire revient et on peut en avoir conscience. Et c'est ce méta-niveau dont tu parlais, Manu, qui permet de se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de revivre? Et l'accès à la mémoire est possible. Alors on peut passer avec des techniques hypnotiques pour aller voir en transe ce qui se passe, mais c'est souvent un verrou inconscient qui empêche de retrouver. C'est-à-dire que si on a vécu des traumas, on n'a peut-être pas la distance nécessaire pour les revivre. Et c'est cette sécurité intérieure qu'on amène dans les stages qui permet d'être très tranquille avec le processus. Et plus on est tranquille avec le processus, plus des charges horribles, très anciennes, peuvent revenir parce qu'on les vit avec une grande facilité dans le corps. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, Lucie et Manu. Jean-Guillaume, pour préciser, parce que peut-être que tu pourrais induire en erreur en répondant à la question de Camille, en abordant ta vision en tant que thérapeute. C'est-à-dire que toi, c'est clair, toi et nous, en fait, c'est clair que quand on accompagne, on voit des modifications physiques sur la personne qui peuvent nous laisser penser à un accouchement ou une naissance ou autre, mais c'est tout à fait possible en tant que patient, soigné, stagiaire, peu importe, d'avoir un flash en fait et une vision très, très nette de ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, j'ai pu accompagner des personnes, en effet, qui revivaient une naissance et elles me disent, ben voilà, je vois des néons, je vois une personne habillée en blanc qui me prend par les bras, etc., etc. Et du coup, ta question, Camille, nous permet de faire le lien
avec le deuxième aspect qui est le scénario de guérison. C'est-à-dire que là, ce qu'on abordait, c'était l'alchimie émotionnelle. En fait, c'est ce qu'on appelle la transmutation directe, c'est-à-dire qu'on transmute une émotion perturbatrice en quelque chose de puissance, de sagesse, de joie, etc., sans se poser nécessairement la question de d'où ça vient dans mon passé. Mais il est possible, si on a envie, de se poser la question d'où ça vient dans le passé et d'aller chercher cette info, notamment via le scénario de guérison. Alors, qu'est-ce que c'est que le scénario de guérison? Est-ce que j'enchaîne avec ça, Lucie, Jean-Guillaume? Oui, alors je pense qu'on peut préciser que le scénario de guérison, c'est un titre qui permet de mettre en pratique, mais en réalité, c'est l'accès à tout le cerveau droit, à l'imaginaire et à l'imagination. C'est-à-dire que c'est ça qu'on va faire, c'est qu'on va recourir encore à un processus naturel, celui d'imaginer et d'inventer. Mais je pense que, enfin, pour moi, c'est OK que tu développes. Lucie, tu voulais ajouter quelque chose sur le processus émotionnel? Non, on pourra simplement passer à l'intuition plus tard. Oui, tu as raison. Tu as raison, Lucie, d'aborder l'intuition, parce que c'est vrai que quand Camille a évoqué ça, j'avais envie de partir sur l'intuition, mais on peut aussi répondre à sa question via le scénario de guérison. C'est-à-dire que le scénario de guérison, on l'utilise quand il y a une personne qui bloque, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à transmuter de façon directe, pour X ou Y raison. Et donc, du coup, on va lui proposer, en fait, de partir d'une situation qui est problématique ou d'une émotion problématique et de se poser la question, d'où ça vient dans ton passé. Et là, d'où ça vient dans ton passé, on lui demande de pas nécessairement aller rechercher l'info consciemment, mais de laisser, en fait, la première image spontanée qui vient. Et donc, elle peut très bien partir par exemple, d'un sentiment de tristesse qu'elle a aujourd'hui. Ok, d'où ça vient dans ton passé? Tu laisses venir en fait de la première situation qui vient, et puis elle peut se voir très bien 1 an, 2 ans, 3 ans, 6, in utero, bref, revivre une situation triste. Et à ce moment-là, c'est pour ça que Jean-Guillaume a abordé la question de l'imaginaire. À ce moment-là, en fait, on va utiliser l'imaginaire. Pourquoi? On va proposer à la personne de changer en fait le scénario, la situation qu'elle a vécue dans le passé. C'est-à-dire que si par exemple elle a vécu un accouchement douloureux, une naissance douloureuse, eh ben on va lui proposer d'imaginer en fait la situation idéale qu'elle aurait aimé vivre. Et alors là, c'est vraiment important de ne pas induire, mais de vraiment laisser la personne dire ce qu'elle aurait aimé. Et donc nous, en tant qu'accompagnants, il ne faut pas qu'on projette, parce que tout aussi bien, on pourrait imaginer que la personne va dire j'aurais aimé avoir un accouchement qui se passe de façon sereine, etc. Alors que tout aussi bien, la personne, elle, va peut-être nous dire j'aurais aimé ne pas naître, par exemple. Et donc du coup, on lui propose d'imaginer en fait un scénario imaginaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et l'imaginaire. Donc le fait de se raconter une histoire qu'on aurait aimé, en fait, va déclencher le processus physiologique, naturel et spontané dont on a parlé tout à l'heure, à savoir l'alchimie émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on se raconte un scénario idéal, on va se rendre compte que la personne, inconsciemment, va se mettre à avoir des manifestations corporelles sous forme d'allaitement, de transpiration, de tremblement, etc. Et du coup, comment on voit qu'elle a guéri? Parce que déjà, on voit généralement qu'une fois que la transmutation est faite, il y a une sorte de soupir, il peut y avoir des bâillements, des rires, etc. Et surtout, on lui pose 2-3 questions de test pour savoir si c'est OK. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de ces questions de test, mais en tout cas, ça nous permet de vérifier que la personne a bien répondu à son besoin, aux bons besoins, voilà, en gros. Jean-Guillaume, tu veux préciser quelque chose? Non, tu as été très clair. Simplement, c'est vraiment ce recours à l'imaginaire qui est inhabituel là aussi dans notre société. Moi, le nombre d'accompagnements que je fais où je dois aider les personnes à réactiver la possibilité d'imaginer, parce qu'il y a une partie du conscient qui a du mal à s'autoriser, à inventer, à créer. Et là, on a une ressource qui est vraiment extraordinaire et qui est d'une grande puissance. Et on voit que, par exemple, ça, c'est une ressource qu'on pourra réutiliser aussi, même pour le futur. On va en parler après, je pense. Voilà. Mais on a ces capacités-là et il suffit de les mettre en œuvre comme tu l'as décrit. C'est extrêmement simple, mais d'une puissance incroyable. Alors, il y a quelques façons de procéder qui permettent que ça fonctionne, parce que c'est quelque chose qui donne une réelle densité au moment où on le fait. Il y avait vraiment une profondeur qui s'installe et c'est ce qui permet que le processus s'active. Mais le but aussi,
c'est que ces processus-là qu'on décrit, et c'est aussi pour répondre à cette catastrophe actuelle ou ce désastre, c'est que chaque humain peut s'en servir. C'est pas si c'est réservé peut-être à ce que vous prenez nous pour des spécialistes, et Lucie, je pense que tu peux témoigner, on peut s'en servir au quotidien. On peut le transmettre à ses proches parce que ce sont des ressources naturelles facilement utilisables par tous. Et en fait, si on regarde un peu plus loin, les enfants ont accès en permanence à leur imaginaire. Et eux, les scénarios de guérison, ils en font tout le temps. Ils sont tout le temps en train d'utiliser l'imaginaire quand ils ont un souci, quand ils sont petits. Regardez les jouets, où en fait, ils réparent des choses en jouant avec des Playmobil, ils se racontent des histoires. Et je suis sûr que c'est leur moyen parfois de régler leurs tensions psychiques, leurs difficultés par cette action-là. Je rebondis sur ce que tu dis parce que ça me fait penser que là, on n'est pas en train de vous vendre une thérapie. En fait, moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire percevoir que vous avez en fait vos propres processus qui sont là, qui sont accessibles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de transmettre ces infos-là et que les gens s'en saisissent. Je veux pas du tout rentrer dans une logique en fait de dépendance à un thérapeute, parce que pour moi, en fait, on serait en train de répéter un schéma. Justement, la dépendance à un thérapeute, selon moi, c'est lié à des situations traumatiques qui nécessitent d'être traitées. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est simplement de permettre d'expérimenter ces propres processus pour qu'ensuite vous puissiez les expérimenter en fait au quotidien. Alors, Jean-Guillaume, toi, tu proposes un accompagnement individuel en Alsace et puis éventuellement par téléphone pour les personnes qui sont loin. Moi, je propose uniquement des stages. Alors évidemment, je reste disponible au téléphone ensuite, mais moi, mon idée, j'étais déjà dans une logique avant de soins, parce que j'étais kiné, et j'ai plus envie de rentrer dans cette logique-là. J'ai envie de permettre aux personnes de prendre leur indépendance et leur autonomie. Je veux juste préciser ça. Juste pour conclure sur la partie guérison, peut-être préciser que le scénario de guérison, c'est aussi possible de le jouer sous forme de théâtre de guérison. Alors certains, quand on évoque la question de théâtre de guérison, disent « Ah oui, ça nous fait penser aux constellations familiales ». L'idée, en fait, c'est juste de jouer en fait, avec d'autres stagiaires un scénario de guérison. C'est-à-dire, on part d'une situation qui était traumatique, on imagine la situation idéale et on demande aux personnes qui sont là de jouer le rôle du père, de la mère, du frère, de la sœur, etc. Et le fait de jouer nous permet en fait de rentrer, d'aborder la question physique, corporelle. C'est-à-dire que le fait de se toucher aussi parfois permet de débloquer des choses et ça va être encore plus puissant. Et souvent, on a remarqué via le théâtre de guérison que le fait de libérer des charges émotionnelles permettait parfois d'accéder à des états d'éveil ou des états d'expansion de conscience de façon spontanée. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas des états d'éveil, mais le fait de libérer des charges émotionnelles inconscientes fortes nous donne accès à des états d'éveil des états d'expansion de conscience ou des états intuitifs assez intéressants. Voilà. C'est justement le point sur lequel j'aimerais amener la question, justement, l'intuition. Donc on remarque ça, hein, qu'à suite aux transmutations, on a des idées, des inspirations qui sont plus lumineuses et plus novatrices et qui nous mettent en élan vers autre chose. Est-ce que vous voulez préciser sur l'intuition? Quelle est votre perception de l'intuition? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Eh bien, oui, il y a plein de choses à dire, parce que dans un monde qui a surdéveloppé le rationnel, l'intuition a toute sa place. Et je ne sais pas comment résumer ce sujet-là, parce que c'est un sujet passionnant. Pour moi, nous sommes des êtres doués de raison, de capacité d'analyse, mais nous avons aussi une partie de nous qui est capable de percevoir ce que nos 5 sens habituels n'arrivent pas à percevoir d'une autre manière. Et pour l'instant, notre science mainstream a beaucoup de mal avec ça. Il faut aller chercher dans d'autres domaines, notamment tous les centres de recherche plutôt orientés sur la parapsychologie. Eux ont plus d'informations sur comment ça marche, mais nous avons tous à notre niveau, tous fait des expériences intuitives. Alors tous, j'exagère peut-être, mais en tout cas moi dans la pratique d'accompagnant, dans les stages, dans les partages des gens, tout le monde a vécu des moments où l'intuition est à l'œuvre. Et l'intuition, c'est par exemple sentir quelque chose de dangereux qui peut arriver alors qu'on n'a pas d'informations sensitives.
c'est sentir que telle personne est en difficulté, c'est percevoir que telle personne est en train de mourir. On a des frissons au moment où elle est en train de mourir, alors qu'on n'a pas d'informations, etc., etc. Donc l'intuition, c'est un vaste domaine, et nous, quand on amène les stages, on commence à ouvrir les personnes qui ne le seraient pas, ou aider celles qui le sont, à développer ce sens, cette capacité naturelle. Voilà. Et c'est absolument fascinant, parce que du coup, on va plus fonctionner avec le seul registre habituel de la raison ou de la répétition de ce qu'on nous a appris. On va se brancher sur un autre niveau de conscience. Là où l'information va nous parvenir sans qu'on sache d'où elle vienne exactement. Comme si elle arrivait d'un autre endroit de nous qui n'est pas forcément conscient. Puisque c'est le principe même du cerveau droit, si je résume, hein, c'est une schématisation, d'avoir accès à des zones d'information beaucoup plus grandes. Les spécialistes de l'intuition sont pas forcément présents dans nos sociétés. Pourtant, des gens comme Einstein ou tous les chercheurs racontent tous que leurs informations leur sont parvenues après avoir étudié longuement par la raison des sujets, et à un moment donné, souvent dans une sieste, ils ont fait un rêve, et dans le rêve, ils ont eu l'information. Donc, ce que je dis par là, c'est que l'intuition fait partie de nos vies. Et notre culture occidentale nous en a un peu coupé, alors que c'est une ressource absolument fondamentale et qui est à cultiver, parce qu'elle est un peu en jachère dans nos sociétés, et il suffit de regarder comment on l'emploie ou la sous-emploie. Voilà, je vous laisse compléter toutes les deux, parce que j'ai été très général pour bien montrer à quel point c'est important. Nous, on s'en sert par exemple avec le guide intérieur, qui est une métaphore pour parler de cette intuition. Oui, moi je peux préciser juste que l'intuition, en fait, on peut s'en servir à la fois au quotidien pour des choses qui sont complètement banales, hein. C'est-à-dire que moi je me pose la question toujours, par exemple, même quand je me déplace à pied, est-ce que je prends telle rue ou telle rue, mais aussi pour des choix beaucoup plus importants, comme des choix de lieu de vie, des choix d'activités professionnelles, etc., etc. Et c'est comme tu dis, Jean-Guillaume, en fait, on y a tous accès. C'est-à-dire qu'il suffit juste de dire, par exemple, ça vous est arrivé, je suis sûre que ça vous est tous arrivé de penser à quelqu'un et puis cette personne là vous appelle. On pourrait citer d'autres choses, mais à partir du moment où on a compris qu'on touche en fait ce qui se joue quand on se connecte en fait à soi, ben, c'est très facile de l'utiliser au quotidien pour tout. Et d'ailleurs, nous là, finalement, on a très peu préparé la conférence, mais on sait qu'on a cet outil au fond de nous. Et donc en permanence, en fait, quand on parle, on se pose la question de OK, est-ce que c'est le moment que j'y aille ou pas pour dire ça ou pas. Et donc bah, là, je pourrais vous donner plein d'exemples au cours de la conférence où il y a plein de fois où je me suis dit OK, je vais dire ça, et puis mon intuition m'a dit de ne pas le dire ou de me dire autre chose. Voilà. Et donc je laisse la parole à Lucie ou Brigitte a posé une question. Peut-être que ces états sont des états naturels plus fréquents quand on n'est pas pollué par ces émotions parasites. Oui, ah ben voilà, ok, tu me fais penser à dire quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, l'intuition, des fois, en fait, j'ai l'impression d'avoir une intuition, et en fait, cette intuition, elle est polluée par une émotion. Donc, à chaque fois que j'ai accès à une information, une intuition, ben, je me pose la question, est-ce que c'est clairement une intuition quelque chose de pertinent, ou est-ce que en fait c'est mes émotions qui parlent? Est-ce que c'est des peurs, etc., qui parlent? Et pour ça, ben, on a ce qu'on appelle l'alchimie émotionnelle, hein, que je vous citais tout à l'heure. Ben, je vérifie en fait que je suis pas dans un état émotionnel. Si c'est un état émotionnel, je transmute ma charge, et puis après je me repose la question en fait qui m'intéressait, et je vois si la réponse est la même. Et souvent, en fait, l'intuition nous donne accès à une information qui est sage. En fait, c'est presque un autre niveau de conscience. C'est-à-dire que c'est pas ouais, c'est un autre niveau de conscience. Voilà. Jean-Guillaume, peut-être tu veux préciser cet état-là? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on doit apprendre, en quelque sorte, à savoir à partir d'où on pense. Et souvent, on pense de manière en apparence rationnelle, mais ce sont plutôt, la plupart du temps, des idéologies, des pensées toutes faites qu'on utilise. Et l'intuition, c'est apprendre à penser à partir d'un autre endroit. L'information nous arrive, on la sent, on l'intègre, et on apprend à faire la différence. C'est de l'entraînement, en réalité, qui nous manque. Les enfants sont à nouveau des modèles.
C'est pour ça que on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, parce que souvent ils disent ce qu'ils pensent. Ça commence comme ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément intuitifs. Voilà. Et cette intuition, on pourrait effectivement, on pourrait la voir à comment on l'intègre dans une société. Dans les peuples traditionnels, ou anciens, il y avait une fonction qui était chez le chaman, par exemple, qui était censée aller récupérer des informations pour le groupe. Est-ce que nous, on a ça? Est-ce que nous, on a intégré cette fonction dans nos structures où des membres, où tous les membres pourraient aller se projeter dans le futur, par exemple, pour voir les différents futurs possibles, ramener des informations, puisque l'intuition nous prévient aussi des dangers du futur. Et quand on s'intéresse aux voyants d'une manière vraiment précise et sérieuse, on a là une façon de vivre qui pourrait transformer notre société. La science essaie de faire la prévision aujourd'hui, en disant il y a du danger, les températures montent, mais la ressource intuitive pourrait être employée et utilisée. C'est ce que font les mancis, les voyants, les astrologues, pour essayer de nous dire, voilà, il y a ces configurations, ces situations qui arrivent, qu'est-ce qu'on en fait? Lucie, tu voulais poser une question? Je vais retrouver le fil. Si, c'était sur ce que disait Jean-Guillaume au niveau de l'intuition. On peut donner, tout à l'heure je parlais des différents niveaux, macro, méso, micro. Comment je peux utiliser mon intuition, par exemple, à l'échelle communale ou régionale? Je vous donne un exemple que j'ai fait tout à l'heure. Ben voilà, moi, j'aimerais bien, par exemple, vivre dans une commune qui se pose la question de l'autonomie alimentaire. Voilà. Du coup, c'est assez facile. Hein, il suffit juste d'aller voir le conseil communal, municipal, et puis d'envoyer un mail, par exemple, à la mairie. Mais mon intuition me dit que c'est pas le moment. Voilà. Donc, c'est pas parce que en fait j'ai une pensée qui me paraît juste, pertinente. Parce que en soi c'est tout à fait louable ou intéressant en fait d'être autonome sur sa commune, mais voilà, mon intuition me dit que c'est pas forcément le moment de le faire. Alors peut-être que ce sera le moment de demain, je sais pas, ou alors peut-être que je sais pas, mais en tout cas voilà, donc je peux après approfondir, c'est-à-dire que des fois je peux poser une question et puis si la réponse me satisfait pas, je peux continuer à poursuivre la discussion pour approfondir qu'est-ce que je dois faire et comment, etc., etc. Alors on va peut-être pas rentrer dans le détail complètement de tous les outils, parce que concrètement, par exemple, la question de l'intuition, ça peut prendre toute une journée à l'étudier et puis à l'expérimenter. L'idée, c'était simplement de vous donner des exemples de ce qui peut se faire et de comment on peut l'utiliser en fait au quotidien et concrètement dans la vie et dans cette situation de crise. Voilà. Une autre ressource qui est en lien avec l'intuition dans l'écologie intérieure et qui est la question de la mission de vie. L'idée de redonner un sens à nos vies et voilà, souvent nos vies, dans la plupart du temps, sont en surface, en mode pilote automatique. Et est-ce que vous pouvez développer la question de mission de vie, de projet de vie? Oui, moi je veux bien commencer à répondre. La question de la mission de vie, elle est complexe parce qu'on pourrait la voir d'une manière simpliste. En réalité, c'est une question passionnante. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre et qu'est-ce qu'on a à accomplir, comment le faire? Et souvent, c'est en s'investissant dans sa propre vie qu'on va découvrir. Donc, il s'agit pas forcément d'attendre une espèce de révélation ou dans lequel, même si ça fonctionne un peu comme ça, c'est plutôt se poser la question: qu'est-ce qui m'anime au plus profond de moi? Comment est-ce que je peux le mettre en œuvre? Quels sont mes désirs les plus profonds et pas les désirs qui viennent de compensation, de manque affectif? Qu'est-ce qui va m'animer au plus profond de moi, que j'ai envie de voir, que j'ai envie de faire, que j'ai envie de sentir dans mon quotidien? Pour moi, c'est ça le sens de la mission de vie. Et là, on peut commencer à parler de mission de vie. Mais il faut pas se prendre la tête avec se dire: oh là là, j'ai une mission à accomplir, mon Dieu, c'est l'horreur, j'y arrive pas. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'est-ce qui m'anime en moi et qui va donner du sens à ce que je fais. Et tu l'as bien dit, Lucie, dans une vie qui est souvent, je sais plus les mots que tu as utilisés, mais qui est assez robotique. On est conditionné à faire ce que des autorités ont décidé pour nous depuis l'enfance, alors qu'il s'agit de réfléchir à ce qu'on aime vraiment faire.
Et d'où l'importance pour moi de commencer dès l'enfance. Qu'est-ce que les enfants aiment faire? Et eux savent, par leur goût, leur désir, ce qu'ils sont venus faire. Donc c'est super important comme question, parce que nous, en tant qu'adultes, on va avoir à déconstruire, il va falloir se dire, mais qu'est-ce que j'aime faire, moi? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir activer mes lobes frontaux ici et passer des heures à faire des choses qui me passionnent, sans forcément rentrer dans de l'alcoolisme du travail, mais de pouvoir être animé de quelque chose qui fait que je me sens à ma place. Et à ce moment-là, c'est comme si je sentais que l'extérieur est raccord avec l'intérieur. Comme si à ce moment-là, les éléments de ma vie prenaient sens, me soutenaient, et que ce que je fais devient facile. Paulo Coelho en parle très bien. Alors, en quoi, par exemple, on parlait d'une commune à l'échelle communale ou à l'échelle d'un pays, en quoi la découverte du projet de vie va-t-il nous aider à éviter le mur? Vas-y Manu, je te laisse répondre. Oui, non, juste ce que je voulais préciser, c'est que la question de la mission de vie, pour moi, donc mission de vie, ça fait un peu mission impossible, là, ou je sais pas quoi, mais pour moi, ça pose en fait finalement la question de la réalisation, de se réaliser. Est-ce que je me réalise quand je suis le chemin que mes parents m'ont tout tracé ou que la société m'a tout tracé? Est-ce que je me réalise quand je gagne 4 000 € par mois et que je vois très peu mes enfants, que je cours partout, que je bosse 70 heures par semaine, etc. Ou est-ce que je me réalise finalement quand je commence à ralentir et que je me pose vraiment la question de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et peut-être que quand on se pose ces questions, on va prendre des chemins qui sont pas du tout les chemins tracés pour nous. Je t'interromps sur ce que tu donnes comme exemple, l'illusion de la réalisation. Parce que souvent, on confond la récompense que donnent les autorités à la réalisation, qui peut être donnée sous forme d'argent ou de gratification. Or, tu donnais l'exemple, tu vois, les gens qui vont avoir l'impression de faire quelque chose qui est utile à la société parce qu'ils sont bien payés ou que ça a un sens, le sens de la réalisation est plus lié à ce que nous, on en retire sur le long terme et sur le court terme aussi. Voilà. Et donc, concrètement, comment on peut impacter le niveau micro, méso ou macro en se posant la question de son projet de vie? C'est que je pense que si on est centré et aligné avec ce qu'on est, et du coup, on va avoir des actions qui vont être hyper pertinentes et à la fois pour soi, mais pour les autres aussi. Le fait de rencontrer quelqu'un qui est aligné, ça donne envie en fait d'être soi-même aussi aligné. Et souvent, en fait, nos missions de vie, c'est pas quelque chose d'égoïste. C'est-à-dire que c'est pas juste ma mission de vie, c'est juste de me dorer la pilule au soleil, quoi. Des fois, c'est des choses qui peuvent être assez importantes à l'échelle de la société, quoi. Ça peut être des choses je sais pas, de faire bouger les gens, je sais pas, d'éveiller des consciences, même si moi, je démystifie un peu la question d'éveiller des consciences. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont éveillés et pas éveillés, alors que je pense qu'en fait, on a tous des potentiels d'éveil, qu'on a tous à un moment donné été éveillés ou pas. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, pour répondre à ta question qui était comment je peux impacter ma commune ou la planète en me posant la question de quel est mon projet de vie, justement, le fait de se poser la question nous permet d'agir à différents niveaux, quoi. Voilà. Ok. Donc, dans l'art de vivre, on respecte son écologie intérieure. Donc, il y a l'idée que nous sommes créateurs et que nous créons ou que nous co-créons à chaque instant le monde dans lequel on vit. Alors, c'est une idée très intéressante aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez préciser cette idée de création de réalité? Oui. Manu, tu commences? Non, vas-y. Alors, la création de réalité, c'est une idée assez passionnante. Ça veut dire que nous sommes des êtres qui aurions la capacité de créer le monde dans lequel on vit. Jusqu'à présent, on avait une vision dans laquelle c'était des choses extérieures qui créaient un dieu ou des dieux. Et puis, avec l'âge des Lumières, on s'est peut-être approprié un peu plus l'idée qu'il y avait des lois physiques, des lois biologiques qui faisaient qu'on n'était pas l'objet de forces extérieures. Et là, je pense que c'est un passage encore plus loin. Et j'aime bien le physicien Philippe Guillemin qui aborde ce sujet-là. Alors, c'est un sujet complexe. On ne va pas le résumer là dans tous les débats auxquels il nous amènerait. Mais c'est vraiment l'idée qu'on est responsable intérieurement de ce que nous allons créer extérieurement. C'est-à-dire que notre état intérieur, notre état émotionnel va générer un ensemble de pensées. Et ces pensées, cet état intérieur va se voir à l'extérieur.
Alors ça pose plein de questions sur notre responsabilité. Est-ce qu'on crée tous les drames dans lesquels on vit? Peut-être. C'est des questions qu'on approfondit dans les stages. Mais en tout cas, ça nous redonne une responsabilité, à savoir que si nous pensons tous à un monde de demain qui serait horrible, transhumaniste, industriel, etc., et si on pense qu'il n'y a que ça comme monde, alors il est évident qu'on va le créer. Rien que cet exemple-là, il est suffisant. Par contre, si on pense tous collectivement qu'on souhaite un monde qui respecte le vivant et qui respecte les êtres humains, alors on va peut-être pouvoir créer autre chose. Cette idée-là, elle est simple à comprendre, et c'est ça qu'on va mettre au cœur de nos stages, par exemple, pour réfléchir à dans quel état je suis actuellement, comment je suis, quel est mon état intérieur, parce que si je pense que je peux pas réussir à œuvrer là où j'ai envie, alors ça va impacter ma création. Et on va aller décortiquer en quelque sorte les blocages émotionnels, pas pour faire un truc positiviste, hein. Oh oui, tout est parfait, je vais y arriver, vous voyez, un machin où on est positif à fond. Non, on va aller chercher la réalité de notre état pour voir ce que ça génère à l'extérieur. Et si aujourd'hui les gens ont tous peur, par exemple, si tout le monde est flippé de la maladie, parce que personne n'a compris, enfin, les gens ont globalement pas compris comment marchait la maladie, alors on va demander à être protégé de la maladie, on va accepter d'être enfermé, etc., etc., à savoir des conséquences importantes sur notre mode de vie. Et on va pouvoir accepter des choses inacceptables qui vont faire qu'on va vivre dans une espèce de dictature sanitaire qui pourrait être évitée si on comprend mieux comment on fonctionne à l'intérieur. Voilà, j'ai été très court, enfin j'espère, très clair aussi, j'espère. On vient d'aborder tout ce qui sera proposé dans le stage du 11 et 12 juillet. Ce sont les principales thématiques qui vont être abordées. Et je crois qu'il y a d'autres sujets qui peuvent être abordés en écologie intérieure dans d'autres stages que vous faites. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur les autres aspects de l'écologie intérieure ? Moi, je veux bien les passer rapidement en détail. Il y a déjà un aspect qui est relié à tout ce qui est guérison intérieure, c'est la communication. La communication authentique peut se faire à partir du moment où on a compris les mécanismes psychiques de transfert, c'est-à-dire que de répétition de notre passé sur les gens avec qui on communique, et dans tous les lieux, dans tous les groupes, dès la famille. Dans une famille, c'est essentiel d'apprendre ces mécanismes-là parce que ça va changer la donne vraiment en profondeur de comment on échange, comment on communique. Si tu veux m'interrompre, Manu, hein, tu le fais, j'essaie de Oui, je t'interromps juste pour préciser la question du transfert, parce que nous on connaît, mais les gens peut-être ont du mal à voir. L'idée du transfert, c'est que je transfère sur une personne du présent un personnage du passé, c'est-à-dire une émotion que j'ai eue envers un personnage du passé. Donc, par exemple, je transfère sur mon conjoint aujourd'hui, je sais pas, une émotion de tristesse, et si j'ai pas conscience qu'en fait je transfère sur lui quelque chose que j'ai vécu dans mon passé, je vais pouvoir lui prendre la tête sur le fait que c'est lui qui est responsable de ma tristesse, alors que pas du tout. Il suffit que j'aille voir d'où ça vient, de libérer la charge pour que la situation avec la personne se libère. Et il suffit juste qu'il y ait une personne qui ait libéré la charge émotionnelle pour que la relation se modifie. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas nécessairement que les deux fassent le taf, même si je pense que c'est important que les deux fassent le taf entre guillemets. Mais voilà, juste pour vous dire qu'on a eu des situations en stage où quelqu'un voulait libérer une situation difficile avec une autre personne. Il suffisait que cette personne libère sa charge émotionnelle pour que le lendemain, l'autre la prenne dans les bras alors qu'elle-même n'avait pas fait de libération émotionnelle. Tout à fait. Donc ça, c'est un des points que moi j'aborde dans les stages de 5 jours, par exemple, ou qu'on a abordé avec Manu dans certains stages spécifiques. Ensuite, vas-y. Oui, on parle de communication authentique, c'est-à-dire que finalement, le fait de libérer nos problématiques émotionnelles nous donne accès finalement à des paroles intuitives. En fait, c'est pour ça qu'on parle de communication authentique, c'est-à-dire qu'on va pas être dans des logiques de protocole de communication, comme on peut le voir par exemple dans d'autres approches de la communication. Donc c'est simplement ce qu'on propose, c'est de comprendre quels sont les mécanismes qui se jouent quand on rentre en relation avec l'autre. Donc ce que tu disais, transfert, projection, appartenance idéologique, contrat tacite, etc. Et le fait d'aller libérer la charge via l'alchimie émotionnelle nous permet en fait d'accéder à des paroles de façon intuitive et de parler de façon très spontanée sans aller chercher ces mots, etc. Oui. On pourrait développer toute une soirée, tout un live là-dessus. Oui. Ensuite, il y a un autre aspect qu'on aborde, c'est les harmonisations des énergies masculines et féminines. Je développe pas plus, je donne juste le point.
on touche aussi aux questions de ce qu'on appelle méditation naturelle, c'est-à-dire comment s'auto-accompagner au quotidien d'une manière qui soit non rigide, facile et qui permette de faire une transformation rapide sans avoir de blocage. Et on va aussi questionner la spiritualité. Qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité qui serait non dogmatique, non rituelle, facile à mettre en œuvre? Je ne développe pas plus parce que c'est un point important, mais c'est vraiment des éléments qui font partie, moi, des stages que j'anime quand je fais des stages assez longs, de 5 jours, pour pouvoir aller au bout de ces questions. Et puis, moi, j'aborde aussi la question du corps, des questions du corps comme une ressource, le toucher, par exemple, qu'on va retrouver dans les théâtres de guérison, mais qui peut être abordé avec le massage, avec un toucher qui va rester très conscient. Les questions d'alimentation, de contact avec la nature, et puis les questions de sexualité, qui sont bien souvent des endroits tabous ou des endroits où la conscience et les blessures sont, enfin, la conscience manque et les blessures sont nombreuses. Voilà, j'ai fait un tour rapide. Oui, je voulais juste préciser Voilà. sur la question de la méditation naturelle et spiritualité. En fait, on aborde la question des états d'éveil que j'ai plus ou moins abordé tout à l'heure, à savoir qu'on démystifie complètement la question des états d'éveil. C'est-à-dire que pour nous, en fait, il n'y a pas des personnes qui sont dites éveillées et d'autres pas, qu'il y a plusieurs formes d'états d'éveil, qu'on y a tous déjà parfois eu accès. Et du coup, c'est pas nécessairement en allant chercher l'éveil qu'on atteint l'éveil et que c'est pas forcément un but en soi. Mais par contre, ce qu'on se rend compte, et c'est pour ça que tu précisais tout à l'heure que tu fais ces propositions sur des stages longs, c'est qu'en fait, on se rend compte que plus les personnes transmutent et se guérissent, et plus, en fait, au fil des jours, on a un état d'éveil ou un état de conscience modifié chez les personnes. Voilà. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Ok. Je vous assisterai sur le prochain stage qui aura lieu en juillet. Donc, je rappelle pour les auditeurs que c'est le 11 et 12 juillet entre Alès et Uzès. Et donc, pourquoi faire cet accompagnement sous forme de stage? Comment ça se passe et pourquoi cette forme-là? C'est moi qui réponds? Comme tu veux. Vas-y Manu, vas-y, je te laisse répondre. Oui, bah le stage, en fait, on essaie de proposer plusieurs choses. Alors souvent, on a juste une petite présentation rapide, un peu théorique, mais active aussi, sur qu'est-ce que c'est que l'écologie intérieure. Et puis après, c'est surtout de l'expérimentation, à la fois individuelle, et puis et après, on travaille aussi pas mal par binôme. Voilà. Ça me permet d'aborder éventuellement il faudra qu'on pense à aborder la question des objections parfois que les gens ont à venir en stage, parce qu'ils ont peur, en fait, d'aborder la question des émotions en groupe. Donc en fait, en soi, même si on fait un stage en groupe, on est surtout on expérimente surtout individuellement ou en binôme. Et puis ceux qui veulent expérimenter devant le groupe le font de façon volontaire. Donc, ceux qui ne veulent pas, ils le font pas devant le groupe. Et donc, comment ça se passe? Souvent, on fait une démo avec quelqu'un pour montrer aux autres qu'est-ce que c'est que l'alchimie émotionnelle, comment ça se passe en scénario de guérison. Et puis après, les gens le font individuellement ou en binôme. Et que dire de plus sur ce sujet? Oui, moi je complète, c'est juste un stage expérientiel, c'est-à-dire que c'est un stage où on met en pratique et on expérimente et on observe ce que ça fait. Et du coup, on peut vivre ces expériences de transformation et les voir sur les autres. Et du coup, le fait de voir et d'accompagner, d'être en binôme, ça apprend. Parce que nous apprenons par mimétisme. Donc, le fait de voir quelqu'un en train de vivre des transformations émotionnelles, d'abord, ça démythifie, puisque la personne vit quelque chose qui est plutôt très agréable. Alors qu'on a l'habitude d'être crispé dans nos émotions, là, on voit que quand on les accepte, ces crispations, très rapidement, ça devient quelque chose d'agréable. Voilà, je pense que c'est la principale des réponses. Alors, souvent, j'ai remarqué, quand j'en parle à des proches ou à des connaissances, des stages d'écologie intérieure, les gens sont vivement intéressés, mais ça arrive assez régulièrement qu'ils ne passent pas le pas de faire l'inscription et de venir au stage. Et quand on creuse un peu, on peut avoir des réponses comme le travail sur soi, ça va 5 minutes, j'ai pas trop envie de souffrir. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je veux bien répondre. Oui, il y a une confusion. Parce que c'est ce que je disais un peu juste avant. On croit que parce qu'on retombe sur des mémoires du passé, ça va être super douloureux. Si on est bien installé dans sa zone de confiance et qu'on voit que l'accueil d'une émotion, ça peut aller très vite et que ça peut passer vraiment comme quelque chose de très agréable, on va plus du tout avoir ces questions-là. Et c'est pas quelque chose qui doit être, encore une fois, je vais aller faire quelque chose de douloureux.
Le moment de la transmutation, c'est pas très long. Ça peut être des cycles de quelques secondes, quelques minutes. Et c'est quelque chose que le corps aime vivre. Donc c'est l'inverse de se prendre la tête, et au contraire, on va voir à quel point c'est soutenant et agréable d'accompagner les autres. Donc non seulement pour soi, mais aussi on se rend compte qu'on a des compétences d'accompagnant, et ça, c'est pas du tout un travail a priori, c'est plutôt une compétence naturelle, une empathie naturelle qu'on a, d'aimer voir les autres se guérir de leurs blessures et de voir quelque chose dans leurs yeux qui s'ouvre, parce que c'est ça, moi, que je vis au quotidien. C'est-à-dire que c'est des êtres enfermés, comprimés, qui voient leur puissance émerger, leur joie arriver dans leur cœur, et l'enthousiasme revenir. Donc c'est ça à quoi on assiste dans les stages. Même s'il y a un passage à un moment donné qui confronte à un endroit qui est crispé. Bon, bah, la crispation, elle dure quelques instants, et c'est ce qu'on apprend à faire, c'est pas y rester des plombes. Oui, moi, juste pour compléter et pour appuyer ce que tu dis, c'est que moi, je suis toujours marquée quand je fais des stages de voir en fait comment le fait de guérir ses blessures émotionnelles transforme les traits physiques. Hein, c'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui est transmuté, c'est plus la même personne, quoi. Et c'est vraiment assez, c'est dingue. À chaque fois, ça me marque. J'espère qu'ils auront entendu le message, en tout cas. Et d'autres personnes n'ont pas vraiment envie de faire le pas pour des raisons de passé. Voilà, s'intéresser à son passé, pourquoi faire, voilà, ils ne voient pas l'intérêt. Vous répondez quoi? Alors, moi, je veux bien commencer à répondre. On est dans un monde où, effectivement, on a l'impression que le passé, c'est pas important. Il ne s'agit pas d'aller s'enfermer et ressasser son passé, c'est pas le but. Mais il se trouve que nous sommes des êtres avec un passé, ce passé a des impacts. La conscience et la compréhension de ce passé nous aident à ne pas le répéter. Donc ça veut dire que quand on répare quelque chose, ou qu'on guérit, ou qu'on transforme quelque chose du passé, notre conscient participe à la guérison. On peut guérir en laissant le corps faire ses mouvements spontanés, il n'y a aucun problème. Mais dans bien des cas, la compréhension de l'origine permet d'avoir une grande distance vis-à-vis de ce qui s'est passé. Donc il ne s'agit pas de faire une longue psychanalyse qui va durer des années, mais de s'engager dans un processus où on est conscient de ce qu'on a vécu dans le passé, parce qu'on sait que ça a un impact sur notre présent, et que cet impact du passé va générer un futur. Donc c'est être conscient à chaque instant de ce qu'on vit, c'est être conscient d'où on vient, et de ne pas avoir peur ou crainte de regarder. Si on a peur de regarder le passé, c'est qu'on a une peur. Pourquoi on a peur? Ben dans ce cas-là, on va aller guérir la peur. Le passé, il est là. Pourquoi est-ce qu'on veut le nier? Qu'est-ce qu'on aurait à craindre de regarder ce qui nous est arrivé autrefois? On veut protéger ses parents? On veut se protéger de quoi? Donc c'est tout simplement de guérir cette peur de croire que le passé va nous faire mal à revisiter. Non, il existe, il est là, et de toute façon, il est dans notre inconscient, il agit malgré nous. Très intéressant. Et à l'idée de l'évocation du mot alchimie émotionnelle, certains se disent, bon, qu'est-ce que c'est encore que ce truc spirituel, planant, on va faire des rituels, voilà, je ne suis pas rassurée. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Manu, tu y vas? Ou tu veux que je réponde? Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que si les gens pensent qu'on va faire des choses rituelles, nous, on est assez critiques vis-à-vis des rituels, parce que on est plutôt dans une logique d'autonomie, même libertaire finalement. Et donc, l'idée de rituel, ça serait s'appuyer sur des outils extérieurs ou des autorités extérieures à nous pour faire des choses. Et là, c'est pas le lieu. Nous, ce qu'on propose, c'est d'expérimenter des choses soi-même, et on n'utilise pas de rituel, on n'utilise pas de gong, on n'utilise pas de tambour, on n'utilise pas de tout autre accessoire qu'on peut retrouver dans d'autres pratiques New Age. Donc, si vous avez peur de ça, c'est pas du tout l'objet de ce stage, et on pourrait même avoir des discussions à ce sujet, hein, parce qu'on a longuement réfléchi à cette question-là. L'idée, c'est de proposer quelque chose d'assez épuré, une spiritualité vraiment naturelle, spontanée, libertaire, voilà, et qui n'est pas sous l'emprise d'une quelconque autorité. On vous propose justement d'être votre propre autorité. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que les rituels méritent d'être questionnés, parce que c'est pas ça qu'on va proposer là, à cet endroit-là. On va proposer que, par exemple, dans le théâtre de guérison, vous puissiez faire l'acte qui pourrait s'appeler rituel, mais qui n'a lieu qu'à un instant en fonction de votre besoin. Il ne s'agit pas de le répéter. Et par rapport au côté alchimie émotionnelle, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, ben, c'est un mot, alchimie, qui fait référence à une époque, à un épisode de l'histoire
où des gens cherchaient à transformer un matériel plomb en or. Et l'idée de transformer nos émotions perturbatrices en quelque chose de puissant, d'agréable, de joyeux, c'est ça, c'est simplement ça qui est derrière. Et il y a une dimension spirituelle à ce qu'on propose, puisque on estime, on pense que nous sommes un être incarné sur Terre, nous sommes une âme qui s'incarne. Alors je mets des mots qui peuvent choquer, mais on n'a pas une vision matérialiste, ni religieuse, déiste, ni matérialiste. On est dans un endroit où on explore ce qui se passe en chacun de soi, avec l'idée que nous sommes autre chose que ce simple corps et qu'il y a d'autres dimensions qui échappent au conscient rationnel. Ça va si je le résume comme ça? Ça vous paraît compréhensible pour vous, qui êtes mes deux premières auditrices? Les autres m'écoutent, mais je ne sais pas s'ils ont compris. Ouais, c'est aux auditeurs de dire s'ils ont compris. Après, c'est juste que là, tu ouvres une porte sans forcément développer. Ça aurait été nécessaire peut-être de développer, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà. Bien, merci pour vos précisions. Merci aux auditeurs aussi d'avoir été présents. Donc, je vous propose qu'on se retrouve à Bourdiguier les 11 et 12 juillet pour le stage. Moi, je veux bien rajouter quelque chose, simplement dire qu'on a fait d'autres vidéos avec Jean-Guillaume, et puis même que Yann Thibault a aussi fait d'autres vidéos. Si jamais vous voulez approfondir la question, notamment sur la question d'alchimie émotionnelle, on précise un peu plus en détail ce que c'est dans une vidéo qu'on a fait qui s'appelle Présentation de l'écologie intérieure sur YouTube. Voilà. Et le live sera dispo, Jean-Guillaume? Oui, vas-y, tu voulais. Oui, je pense qu'il sera disponible dès qu'on aura terminé. Tout le monde pourra le regarder. Et vous pouvez retrouver toutes les informations de ce que nous faisons sur le site www.l'atelierdebélier.com. Et on vous dit donc à bientôt et merci à toutes les deux. Oui, alors n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez pour ceux qui verraient la vidéo en diffusée. Alors, il y a une question à laquelle je veux répondre tout de suite. Oui. Alors, moi, je propose un autre stage au mois de juillet, du 27 au 31 juillet, donc un stage approfondi de 5 jours, dans un lieu au bord de la mer, un écolieu, au sud de Perpignan, qui est un chouette endroit où on pourra aller plus loin que les 2 jours, en l'occurrence. Donc, 2 jours, c'est bon pour tester, pour avoir les bases, et puis les 5 jours, on commence à approfondir. Et on peut aussi citer le Festistage, qui est animé par Yann Thibault, qui a lieu, lui, au début août. Du 11 au 21. Voilà, qui lui permet d'approfondir encore, puisque c'est sur une durée plus longue. Voilà, c'est différents moments possibles pour expérimenter. Et Brigitte, moi je te réponds personnellement, c'est-à-dire que lors des rencontres non-sco, c'est là où les familles non scolarisantes se rencontrent, je propose toujours généralement un atelier de découverte de l'écologie intérieure, voilà. Et après, moi mes stages reprendront en septembre. Voilà, je fais généralement un stage, j'essaie de faire un stage par mois, voilà. Et pour répondre à Brigitte, la partie 2 de la vidéo est sur mon site, l'atelier de Bélier. Je crois qu'elles se suivent, puisqu'on avait été interrompu dans la partie 1 et on a fait la suite quelques mois plus tard. Et elle est sur YouTube aussi, ça s'appelle La Communication. Voilà. Vous mettez Emmanuel Philippe et Jean-Guillaume Bélier, vous trouvez ça sur YouTube. Et voilà. Eh bien. Bienvenue Adeline au prochain stage. À bientôt. Allez, à bientôt, merci.